C'est-à-dire qu'il y a des moments, il y a toute cette fragilité-là, il y a tous ces doutes, il y a toutes ces galères. Et puis, il y a un moment où je me dis, ah, merde, c'est ça. C'est exactement ça ce que je voulais faire. Bonjour à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss, je suis illustrateur à Paris et vous pouvez me suivre sur Instagram @JérémyKleiss. Oh là là là, les amis, vous n'avez pas idée à quel point je suis heureux de vous présenter aujourd'hui ma discussion avec Beatrice Alemagna. Avant même que Sens Créatif ne se lance officiellement, dès le début, Beatrice faisait partie des personnes que je voulais à tout prix interviewer. Vous l'entendrez au début de notre conversation, j'ai découvert son travail il y a de cela plusieurs années et ce fut pour moi, je ne sais pas comment décrire l'effet que ça m'a fait, l'équivalent d'une énorme claque graphique. Voilà, la liberté totale de son travail et la sensibilité qui se dégageait de son univers m'ont immédiatement saisi. Les illustrations de Beatrice m'ont fait entrevoir un nouveau monde où tout n'a pas besoin d'être parfait. Un monde où fragilité et spontanéité riment avec beauté. Un monde où le lâcher-prise et les erreurs font partie du voyage. Elle le dit d'elle-même, un bon dessin, c'est une rencontre avec soi. Et ça, vous vous en doutez, ça m'a interpellé. Auteure de très très nombreux livres, Beatrice travaille en tant qu'illustratrice depuis plus de 20 ans. Son univers est riche, empreint de poésie et de petits détails fascinants. Sans oublier que son travail a de nombreuses fois été récompensé, notamment ses livres Un grand jour de rien et Gisèle Devers ont tous deux été sélectionnés en 2017 et en 2019 par le New York Times dans la liste des 10 meilleurs livres pour enfants. Et ouais, dans cet épisode rempli de punchlines, Beatrice nous parle de l'importance de sortir de son stéréotype, de son rapport à l'ennui, du je m'en foutisme raisonné, de ce qu'elle appelle la jouissance artistique, de l'exploration de son côté sombre et du fait d'assumer son moi profond. Bref, attachez votre ceinture, ça envoie du lourd. D'ailleurs, je ne vous retiens pas plus longtemps et je vous laisse en compagnie de Beatrice Alemagna. Bonne écoute. Donc comme ça, si tu tiens le micro. Plus près comme ça? Ouais. Est-ce que ça te va comme ça? Hop. Ok. Voilà. Et oui, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que le point commun, moi, ce que j'aime beaucoup dans ton travail et qui m'a énormément percuté au début, c'était le côté lâcher prise total. Tu vois, moi, je viens du graphisme, donc il y avait un côté très studieux, très c'est parfait. Tu sais, j'utilisais l'ordinateur, Illustrator et tout ça. Et quand j'ai découvert ton travail, qui était genre, ça allait, il y avait une certaine énergie, ça m'a explosé C'est marrant, le cerveau, c'est quelque chose qu'on me dit souvent, tu sais ça. C'est vrai? C'est tu me donnes envie de me lâcher. On sent une liberté dans ce que tu fais. Je me demande très souvent à quoi c'est dû, en fait. Peut-être c'est simplement le fait que je suis à la recherche constante de spontanéité, du geste. Tu vois, par exemple, je me retrouve parfois à faire des livres où j'ai des croquis très, très, très précis. Ouais. Parce que soit c'est avec des éditeurs américains, soit parce que effectivement, je me suis mis dans la tête que je voulais faire un vrai storyboard précis pour être tranquille et clair et faire un bon livre, quoi. Et après, je me retrouve à souffrir et à galérer parce que quand je suis des chemins imposés par moi-même, finalement, je ne ressens aucun plaisir. Je ne ressens aucun danger, je ne ressens aucun défi avec le papier, avec l'instant. Et je pense que ces défis-là que j'ai avec le papier, je le transmets en fait un peu, apparemment, parce que souvent on me parle de ça. Ouais. On doit sentir que c'est un peu genre une espèce de loterie, quoi. C'est genre un peu, pour moi, c'est un peu... Très souvent, comme j'adore comme ça l'instant. Ouais. Souvent, c'est un peu comme une roulette russe. Ouais. Je me jette et si ça va pas, je déchire et je jette. Ah ouais, d'accord. Ouais, beaucoup. Ah ouais. Ouais. Okay. Je peux refaire un dessin genre 30, 40 fois. J'ai des choses qui vont être un jour peut-être très rigolotes à exposer de suite parce que j'ai vraiment énormément de recherche de la même image que je fais à l'instant
instantanée comme ça à l'improviser. Ouais. Et après, parfois, quand ça marche, voilà, c'est celle-ci. Ouais. Ah mais oui, mais on ressent vraiment ce goût du risque, ce goût du doute dont tu as déjà parlé dans d'autres interviews d'ailleurs. Le fait, tu sais pas où tu vas aller et il y a ce plaisir. Et moi, c'est un souci que j'ai en fait, parce que j'essaie au fur et à mesure du temps de vraiment décomplexer mon trait. Mais c'est dur, tu vois. C'est dur de sortir de son stéréotype, comme je dis, moi. C'est vraiment un travail. En fait, j'y retombe à chaque fois. Hein. Moi, je suis en lutte permanente contre ça. À chaque fois, je me dis qu'un bon dessin, c'est un petit peu comme un bon discours. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une partie de grammaire forte qu'il faut avoir. Il faut savoir connaître la langue que tu parles. Mais il faut savoir aussi arriver à trouver cette petite faille, cette petite chose qui va probablement attirer l'attention dans ce que tu dis. Tu vois, c'est la curiosité qu'il faut éveiller, c'est la sympathie qu'il faut arriver à provoquer. Et voilà, et il y a cette partie de mystère aussi qu'il faut garder. Dans un bon discours, rien n'est trop sous-entendu. Il faut pouvoir y repenser à ce qu'on a entendu. Par exemple, il y avait un maître pour moi du discours sur le dessin, c'était Tommy Ungerer. Ah ben oui, on le voit là. Hein. Oui. Un de mes pères spirituels, entre autres. Mais je ne le cite pas pour ça. Je le cite vraiment parce que sa façon de parler de son travail était pour moi toujours très évocatrice de son travail même. Ouais. C'est-à-dire cette façon d'évoquer l'enfance avec authenticité et avec une espièglerie, une espèce de méchanceté, tu vois, comme peuvent être les enfants. Et sa façon de parler évoquait vraiment son dessin pour moi. Alors, je pense que voilà, moi, aujourd'hui, quand je me trouve face à un bon dessin, je pense souvent à cette histoire de discours, de dialogue, de grammaire, d'ordre, de désordre, de façon de tenir quelque chose et de le lâcher. C'est vraiment une rencontre, en fait, avec soi, un bon dessin. C'est-à-dire que tu vas te frotter à tes incapacités. Et puis, je dirais même, tu vas te trouver devant tes stupidités, tes banalités, tes répétitions. Ça, c'est très chiant. Et parfois, c'est très douloureux, justement, de lutter contre ça. C'est pas un exercice toujours très sympathique, hein. Même si on dit je te disais que j'essaye de provoquer la sympathie, parfois je provoque énormément d'antipathie en moi envers moi-même. Oui. Mais c'est ça qui attire. Il y a cette fameuse phrase que j'aime bien citer de Leonard Cohen qui dit « There's a crack in everything, that's where the light comes in ». Et c'est aussi pour ça que j'aime le podcast, parce qu'il y a cette fragilité où on ne peut pas tout reprendre. Et donc, du coup, il y a cette... on voit les failles, et c'est ce qui... Tu me traduis bien la phrase, parce que tu l'as dit tellement vite il y a une faille en toute chose, il y a une craquelure en toute chose, et c'est par là que la lumière passe. Ah oui. Je la connaissais par quelqu'un d'autre qui disait « Heureux les fêlés parce qu'ils font passer la lumière ». Voilà, bon, c'est la même chose. Et c'est, figure-toi, une phrase qui m'a inspiré un livre qui s'appelle « Les 5 mal foutus ». Je ne sais pas si tu le connais. Oui, je l'ai lu il y a un bout de temps. Et ça, c'était une phrase qui m'a inspiré, une des phrases qui m'a inspiré ce livre-là, parce que j'ai pensé vraiment au bonheur d'avoir ses défauts. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est lié à ces raisonnements-là. Alors, j'aime trop ce sujet. Tu me parlais tout à l'heure de faire face à son stéréotype. C'est quoi ton stéréotype ? J'en ai plein, hein, si tu veux. Par exemple, un des plus grands, c'est mon obsession pour les détails. Tu vois, je suis comme un enfant. Quand je dessine, je suis comme un enfant qui a besoin de tout dire, de tout voir, de tout savoir. Et c'est une obsession, quoi. J'ai besoin de montrer les résonances de couleurs, de m'attarder sur les matières, de montrer, je ne sais pas, la petite feuille qui tombe de la plante. Ça, c'est un stéréotype contre lequel je lutte, parce que j'aimerais parfois être beaucoup plus simple, plus efficace, plus évidente, plus immédiate, plus élémentaire. Alors, j'ai un très grand ami qui est un très grand artiste aussi, qui s'appelle Paul Cox, que tu dois connaître. Et tu vois, quand je vois l'élémentarité de son travail et la simplicité évidente de ses dessins, parfois, ça
ça me met en lutte, quoi. Et donc ça, c'est effectivement un de mes stéréotypes, c'est ça. Et puis, les stéréotypes qu'on a, je pense, c'est vraiment dans le trait de notre travail, dans le dessin véritable. Donc, je sais que si je vais penser à une couverture, par exemple, d'un livre, comme je suis en train de faire là, je vais tomber sur les mêmes idées, les mêmes schémas mentaux de centralité, de spécularité, tu vois, des choses qui se font face. Cette idée de la couverture comme une espèce de scène théâtrale où j'aurais des rideaux, par exemple, justement pour revenir aux 5 mal foutus, c'est une couverture théâtrale pour moi. Tout ça, c'est quelque chose qui revient à chaque fois. J'aimerais bien ne pas galérer pour sortir de ça et avoir plein d'idées toujours très différentes. Et puis aussi, un autre truc qui me revient, c'est une espèce de lutte permanente entre 1000 envies différentes. C'est-à-dire que j'ai un souci énorme à chaque fois que je dois illustrer un texte. D'accord. C'est quelle Béatrice je vais choisir. Tu vois, parce que j'ai une forme de schizophrénie, en fait. Ok, allons-y. Je sais pas, je pense que ça se voit un petit peu dans mes livres. Il y a plusieurs chemins, en fait, que je prends. Mm-hmm. Donc, il y a des chemins plus graphiques, des chemins beaucoup plus illustratifs, des chemins plus philosophiques. Ça se passe aussi par le texte. Et voilà, quand j'ai une histoire, c'est quelle est la personnalité sur laquelle je vais m'appuyer. Parce que j'ai tente désespérément de me débattre entre comme je te disais, schizophrénie, entre mes différentes personnalités. Alors, peut-être que parfois, j'ai dit, je jouis et je profite d'une lutte entre mes personnalités. Parfois, c'est pas tellement agréable, en fait. Tu vois, j'adorerais être l'illustrateur qui sait toujours où il se situe par rapport à son travail. Moi, c'est fluctuant. D'accord. C'est vague. J'en perds la raison. Parfois, je me dis, ça, c'est le dernier livre que je fais. Je ne sais plus dessiner. Okay. Ou parfois, je regarde mes livres et je dis, c'est moi qui ai fait ça. C'est pas possible. Ouais. Mais comment j'ai sorti ça d'où? Tu vois, c'est aussi quelque chose finalement qui devient un stéréotype parce que je me retrouve à me battre toujours contre ça. Ouais. C'est très chiant. Mais tu continues toujours malgré tout. Je continue, ouais, mais c'est laborieux, ouais, c'est coûteux. C'est coûteux et je pense en même temps que c'est cette bataille-là qui me fait finalement, qui me donne le goût de ce métier. Parce que je pense que si c'était trop simple, ça deviendrait un ennui pour moi-même en premier. Je pense que quand on s'ennuie avec soi, on ne peut pas amuser les autres, quoi. Oui. Tu vois. Et puis j'imagine que ce chemin de créatif t'a permis de te découvrir encore plus. Depuis le temps que tu fais ce métier, tu as appris à te connaître, à faire face à tes limites, ou à faire des découvertes où tu t'es dit « Waouh, c'est moi qui ai fait ça ». Ouais, c'est contrairement très juste, à Boss, c'est moi qui ai fait ça. Ouais, c'est très juste. Et puis surtout, ça m'a donné, si tu veux, c'est vraiment un des rares domaines où je me sens vraiment, parfois, c'est une confidence, hein, ça, mais je me sens vraiment forte, en fait, parfois. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il y a toute cette fragilité-là, il y a tous ces doutes, il y a toutes ces galères. Et puis, il y a un moment où je me dis, ah, merde, c'est ça. C'est exactement ça, ce que je voulais faire. Un instant de grâce. Ah ouais. Et je commence à dessiner, j'ai en tête plusieurs images dans mes livres. Je sais pertinemment quelle est l'image où j'étais dans celle que j'appelle la jouissance artistique. Et là, je suis portée, en fait. Je suis même pas là, je suis plus là, je peux y aller, je vais à une vitesse. Moi, je fais les choses très, très vite. Hein. D'accord. J'ai un surnom, c'est Bam Bam. Je fais tout en boum, 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 comme ça, bam, bam, bam. Okay. Et quand je dessine, parfois, quand il y a cet état de grâce-là, ça va à une vitesse hallucinante. J'ai souvent 5 ou 6 crayons dans la main, j'ai tout à la fois. Tu es en transe, quoi, quelque Oui, part. Je suis dans une forme de du jazz transe. improvisé. Ouais, ça m'arrive, ça j'adore. C'est vraiment le moment le meilleur de ce boulot. C'est la chose la meilleure qui puisse m'arriver. Et quelle est pour atteindre cet état-là de créativité, en fait, c'est comme un sportif qui s'entraîne, et puis quand c'est go time, sa course, elle va durer, je sais pas, 20 secondes, mais pouf, il est prêt, et puis il est dans cet état de transe dont tu parles.
comment tu fais pour créer ce contexte pour entretenir cet état-là de grâce? J'y réfléchis beaucoup parce qu'évidemment, c'est un état que je cherche continuellement. Ce qui se passe, en fait, c'est que j'ai découvert qu'il faut que je sois dans une sorte de... Il y a toujours une contradiction dans Bien ce sûr. que je vis, dans ce que je fais, dans Mais ce que oui. j'ai dit. Et dans cet état-là, il y a une énorme contradiction, c'est qu'il faut que je sois très... que j'ai dans la tête exactement l'objectif, mais que je sois dans une énorme nonchalance. Ah, c'est ça. Et c'est cette nonchalance-là, cette espèce de... Moi, j'ai dit un je m'en foutisme raisonné, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un raisonnement, je sais exactement où je dois aller, mais j'arrive à faire abstraction de tout ça. Et en fait, cette idée me rentre dedans et je suis portée par cette idée. Mais je ne pense plus à comment je vais le faire, tu vois, d'où va venir la lumière dans le dessin, quelle est la technique, quelle est la couleur. Je m'en fous. En fait, ça vient comme ça. Et c'est cet état-là de je m'en foutisme raisonné Ouais, voilà. Et le côté raisonné, c'est quoi? C'est qu'au début, je sais quel est ce que je veux dire, le sens de ce que je veux dire, quelle est la sensation que je veux transmettre. Tout est très clair, en fait. Je sais où je dois aller, mais je ne me pose plus les questions de comment je vais y arriver. Tu fais juste. Ouais. Plus que le sportif, je trouve plus pertinent ton exemple de la musique. Parce que je n'ai pas, tu vois, je ne me dis pas, il faut que je fasse en 20 secondes. Un sportif, il a un but précis. Bien sûr. Quelqu'un qui compose de la musique jazz, je pense qu'il a aussi une forme de grammaire très précise et qui cherche cette spontanéité et ces dérèglements. Donc voilà, c'est comme ça. Je me lance dans un truc qui est construit. Il y a vraiment des fondements, il y a des racines profondes, claires, qui portent, mais je me lâche, je vais ailleurs. Mais c'est parce que tu connais ta grammaire aussi. Tu n'es plus en train de l'apprendre ton solfège. Tu connais tes gammes, tu connais ton instrument. Oui. Tu ne réfléchis plus. Oui, je le connais, mais parfois il m'échappe aussi. Et c'est ça qui est bien. Tu vois, parfois j'ai l'impression que je ne connais plus rien. Ah oui? Ouais, ça c'est aussi ça peut paraître une mauvaise chose pour revenir aux contradictions, mais c'est aussi une bonne chose. Parce que, tu sais, on dit souvent la sagesse des ignorants. Ouais. C'est vrai que quand tu connais trop, quand tu sais trop, après, tu es dans des espèces de... Voilà, de... Il n'y a plus de créativité au final. Parce que... Oui, non? Oui, il n'y a plus d'espace pour le pas de côté, en fait, pour la chute. Pour cette fêlure, pour quelque chose qui surprend. Moi, tu sais, j'ai pas fait d'école d'illustration, en fait. Je suis autodidacte. Oui. Donc, moi, j'attribue ça à ça. C'est-à-dire, comme j'ai pas une base culturelle précise, je pense que, tu sais, ce qu'on apprend à l'école, ce qu'on apprend quand on est en période de formation scolaire ou professionnelle, enfin, ça te marque, en fait. Ça te forme, ça te reste à l'intérieur, ça te construit. Oui. Et je pense qu'aujourd'hui, le fait de ne pas avoir des échafaudages sur lesquels j'ai pu construire cette grammaire-là, c'est une chance aussi parce que je n'ai pas vraiment quelque chose sur lequel m'appuyer. Après, on me dit, mais tu sais, on te reconnaît très bien, c'est évident que c'est toi. Ou souvent on me dit mais il n'y a pas de surprise dans ces dessins-là, alors que j'ai l'impression que pour moi c'était surprenant. Eh ben, en fait, ça m'étonne parce que j'y arrive par des chemins de travers à chaque fois et tu vois, sans savoir vraiment où je vais arriver. Ouais, je trouve ça hyper intéressant parce que, alors moi je suis autodidacte aussi, j'ai fait des études de graphisme, pas d'illustration. Et je pense que il y a beaucoup de gens qui sont autodidactes également, et il y a souvent ce sentiment de non-légitimité parce que, surtout en France, il me semble, parce qu'on n'a pas fait telle école, parce qu'on n'a pas fait telle formation, etc. Moi, je sais que mon travail, il est, comme tu l'as vu tout à l'heure, très graphique. Ça se comprend parce que voilà, je fais du graphisme, des personnes qui m'ont beaucoup inspiré. Il y a par exemple Paul Rand ou Saul Bass, des personnes comme ça, tu vois. Savignac, enfin, tu vois, cette école-là. Et tu disais, voilà, que tu n'as pas eu une structure. Et
pour beaucoup de gens, moi y compris, de temps en temps, tu te dis, bah zut, si j'avais eu une structure, ça m'aiderait bien. Parce que les instants de fragilité dont tu parles, genre, quand tu es toute perdue, ça peut être... ça peut tétaniser, ça peut complètement... Ouais. On n'ose plus bouger. Ouais. Et que pour toi, j'imagine, je conçois que c'est une sorte de danse, genre, ah ok, je ressens ça, d'accord. Mais pour toi, c'est une danse, c'est quelque chose qui te porte. Est-ce que tu peux parler un peu de voilà, cette relation à ce côté autodidacte, la non-structure, le doute, enfin, toutes ces choses Bah oui, effectivement, moi je voudrais pas me répéter, hein, parce que je pense que c'est un petit peu ce que je te disais déjà tout à l'heure. Je ne suis pas du tout dans la peau d'un illustrateur savant qui a des notions techniques, par exemple. Et ça, c'est quelque chose qui me fait mal, mais qui me porte aussi parce que, justement, à chaque fois, non seulement je dois réinventer, mais je dois aussi j'aime bien me lancer dans quelque chose de nouveau, où je vais sans doute faire des erreurs. Alors, j'ai appris justement avec l'âge que l'erreur est très intéressante. L'accident est porteur de charme pour moi, de considérations nouvelles, de savoir, en fait. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'arrive pas à me mettre à travailler à l'ordinateur, tu vois. Okay. J'ai décidé de privilégier un petit peu ce côté artisan, vieil artisan qui se met face à une feuille, qui essaie de la travailler, qui essaie d'en sortir des lumières. À chaque fois, je me dis, merde, mais peut-être que je pourrais faire beaucoup plus d'argent si j'ai rentré dans une agence de dessin de presse et que, tu vois, puis comme on connaît mes dessins aux États-Unis, je me dis, peut-être que je pourrais tenter de travailler pour le New Yorker, ça serait un de mes rêves, tu vois. Et après, je me dis, mais qui va vouloir des dessins qui sont pas faits à l'ordinateur? Il faut que je me mette à l'ordi, il faut que je fasse des images plus carrées, plus propres. Et en même temps, je sens qu'il y a une espèce de mur en moi parce que j'ai peur que je ne vais plus retrouver toute cette partie de fragilité et de surprise qui finalement caractérise le plaisir et le travail que je fais, tu vois. J'ai repensé à... j'ai pensé à une chose quand je te parlais, j'ai regardé par là. Souvent, quand je regarde, moi je suis très visuelle, je retrouve les choses que je disais par rapport à ce que je vois. Non, j'ai oublié, j'ai pensé à quelque chose d'autre que je voulais ajouter, mais ça m'a échappé. Mais je pense que tu as raison, le digital, pomme Z, on peut toujours corriger, on peut toujours gommer. Que là, dans ton travail, on sent justement ce côté matière, ce côté brut, direct, immédiat, qui est très percutant et qui, c'est sûr, ça se perd dans le digital. Moi, je crois que c'est mon souci parce que... Toi, tu as essayé déjà, je peux te poser cette question peut-être, tu as déjà essayé de travailler à la main, de faire un même dessin que tu fais à l'ordi, de le faire de façon traditionnelle? Non. Parce que quand tu me parles de Paul Rand... Oui. J'ai fait un peu de découpage. Quand je pense à Munari, je pense à certains grands imagers, imageurs, on dirait, faiseurs d'images graphiques, qui travaillaient en traditionnel et qui faisaient des merveilles. Oui, je devrais. J'ai fait un peu de collage à un moment donné, de découpage. Et puis après, j'ai commencé à faire du découpage digital, du coup. Donc ça m'a beaucoup plu. Et puis après, on arrivait à cette réalité économique qui était... j'ai eu des discussions avec plusieurs personnes dans la profession qui étaient, en fait, ce qui en demande aujourd'hui, c'est des choses punchy, pas trop matiérées, très en aplat. Tu sais, et à cette période-là, c'est ce que je te parlais en off, j'avais vraiment besoin de trouver du travail. C'est ce que j'ai fait. Ça m'a permis de trouver du travail et de plus travailler, notamment pour la presse ou la communication, comme
enfin, ce que tu disais tout à l'heure, le New Yorker, j'ai pas bossé pour le New Yorker, mais je veux dire, c'est ce qui est en demande. Et je crois qu'aujourd'hui, je suis à une étape où, en fait, tout en moi a envie, a besoin de retrouver, tu vois, Paul Rand. J'aime tellement ce qu'il fait. Et peut-être qu'en réalité, il faudrait juste que je m'achète du papier, un paire de ciseaux et que j'y aille comme ça, tu vois. Bah ça ne coûte rien d'essayer, en tout cas. Non. Tu peux juste... Mais je pense que quand on se met dans des situations de difficulté, finalement, c'est là qu'on découvre le mieux. Même si on peut avoir l'impression que ça ne nous apporte rien. Rien que d'avoir fait cette espèce de petit... d'avoir monté cette petite marche-là, ça... Et quand tu sens que tu n'es plus en danger, toi, tu t'arrêtes, tu te dis... Quand tu sens que c'est... Je m'ennuie, en fait. Le problème, c'est que je m'emmerde vraiment, en fait. Et bon, je suis entre deux feux, c'est-à-dire qu'il faut quand même que je fournisse le travail, parce que ça reste quand même du travail, en dehors de la passion, du plaisir, de la joie, de l'émotion et tout. Il faut que je le fasse, ce travail, et je l'ai peut-être promis d'une certaine manière. Il a été accepté de cette manière-là. Alors, il y a des situations un peu cocasses dans lesquelles je peux me retrouver où tous les livres ont été acceptés, je l'ai fini, et puis je le regarde, je me dis, mais non, en fait, j'en veux pas de ça. Okay. Je m'ennuie, je m'emmerde à le regarder. Et donc, j'appelle et je me retrouve à lutter contre un éditeur qui veut ce genre de choses et qui doit absolument... s'ouvrir à une autre proposition qui n'était pas celle attendue par exemple, à propos de Rodari, là, j'ai fait un livre tout récemment pour la maison historique de Rodari. Ceci est la raison pour laquelle ils viennent m'interviewer à la télé la semaine prochaine, à la fin de cette semaine. C'est que ces livres-là, c'est une histoire très classique de Rodari qui est sortie d'ailleurs aux éditions École des loisirs. Ça s'appelle, en français, ça s'appelle Quel cafouillage. En italien, ça s'appelle A sbagliare le storie, c'est-à-dire à rater les histoires, quand on rate les histoires. Et donc, c'est un mélange c'est un grand-père qui raconte à sa petite fille... il essaye de raconter l'histoire du chaperon rouge, il n'y arrive pas parce qu'il a un peu d'Alzheimer, je ne sais pas ce qu'il a, il a un souci, il lit, il est distrait, il n'a pas envie, il ne s'en souvient pas. Et donc, il mélange plein d'histoires et il raconte plein de choses différentes. Donc, la petite fille se fâche. Et là, par exemple, si tu veux, au début, j'avais proposé un schéma assez traditionnel où on voyait le grand-père qui racontait et un petit peu de l'histoire à l'intérieur tout en restant dans la même... un peu dans un style un petit peu classique par rapport à ce que je fais. Et puis, je me suis dit que j'avais vraiment envie d'être dans la didascalie. Donc, le projet avait été accepté comme ça. Tu vois, il y a des réunions d'éditeurs, donc c'était bon, etc. Et puis, je me rends compte, en fait, qu'en faisant la troisième image, j'étais anéantie par l'ennui. Ouais, j'étais effondrée, j'en avais rien à faire de faire encore 18 images, 15, je ne sais pas combien, comme ça. Et donc, pour moi, c'était un exercice de sauvetage que de me sortir de là et de me dire, mais non, mais allons ailleurs, va te prouver autre chose, essaye de pas rester dans cet ennui-là et fais autre chose. Et j'ai fait quelque chose, effectivement, qui m'a énormément amusée. Mais tu l'as fait sans leur en parler ? Ou tu leur as dit on arrête tout, on change tout, ou tu l'as fait dans le dos et puis tu l'as présenté en disant... J'en ai fait 3 ou 4 pour que je puisse me poser sur quelque chose, sur un argument valable, tu vois, parce qu'on peut très bien faire une bonne image et puis tomber tout de suite à côté si on ne peut pas tenir ces discours fameux dont on parlait. Donc je fais quand même, j'essaye de construire le discours et puis donc de faire 3-4 images et je montre. Et je vais, preuve à l'appui de la validité de ce que je montre par rapport à ce que je montrais, je vais contre moi-même. En fait, je suis souvent en réunion contre moi avec les éditeurs à dire non, c'est cette moi-là que vous devez choisir, pas celle d'avant. Voilà. Quand la nuit se pointe, en fait, il faut que je sorte de là où je fais un livre raté, ou je fais un livre qui me donne pas grand-chose. J'en ai fait de livres comme ça, pas beaucoup, parce que quand j'étais moins expérimentée, c'est beaucoup plus facile en fait de tomber là-dedans, de ne pas se mettre à tout renverser. Au début, tu veux dire quand on est moins connu ou quand on a moins d'expérience ?
C'était pas forcément au début, c'était un peu au milieu où je commençais à avoir un style qui devenait reconnaissable. Ouais. Et j'ai eu vraiment l'impression de m'asseoir sur mes lauriers, tu vois, de faire un livre comme ça, qui serait juste une répétition, de faire l'imitation de moi-même. Ouais. C'est un livre, je ne te citerai pas lequel c'est, enfin, je te montrerai plus tard si tu veux, mais c'est un livre que je déteste. D'accord. Il n'a pas eu énormément de succès d'ailleurs. Ouais. Je pense que de toute façon, si tu veux faire quelque chose, en tout cas en édition, quand tu racontes une histoire, quand tu fais passer des sentiments, des émotions, tu peux pas ne pas être là-dedans. Sinon, ça fait un produit, quoi. Ça fait quelque chose qui peut aussi avoir beaucoup de succès. Hein. Je parle pas d'économie. Je parle vraiment de créativité, gratification, créativité, sincérité et de plaisir, en fait. Et qu'est-ce que tu as ressorti Est-ce qu'on comprend ce que j'ai dit? Tu comprends? Je suis pas trop... Non, moi, je suis là-dedans. Et les auditeurs du podcast aussi, c'est des thématiques... Voilà. Tu sais, ils ont l'habitude d'entendre mes interviews, donc ils savent les thématiques qui m'intéressent. Donc, du coup, on est pleinement dedans. Justement, j'imagine que ce livre raté a été très formateur. C'est vrai. Dans nos parcours, on a tous fait des choses où on s'est dit « Ah, ce serait intéressant » ou « J'ai envie de faire ça », puis tu le fais d'une certaine manière, ou peut-être parce que tu manques de confiance en toi, tu acceptes certaines contraintes et tout. Il y a une question de confiance aussi, oui. Et puis, tu as le produit, et puis tu es genre, bon, check, j'ai fait, mais je le referai plus. Et puis parfois, on se regoure et on recommence. Enfin bref. Et qu'est-ce que tu as tiré, toi, de ce livre raté, qui, je sens une frustration par rapport à celui-là? Tu sais, de toute façon, on tire quelque chose à chaque fois qu'on fait... qu'on s'expose, je pense, que ce soit en faisant une exposition, que ce soit en faisant une couverture, une affiche, je pense qu'à chaque fois, il y a une leçon à en tirer parce que l'image reste, tu vois, et parce qu'elle te dit des choses, elle continue de te parler, elle continue de te dire des choses. Tu dirais que l'erreur, c'est parce que tu disais que tu t'étais reposé sous tes lauriers. Oui. Et je crois que... Tu disais que c'est au milieu de ton parcours. Enfin, et ton parcours, évidemment, n'est pas terminé, mais j'imagine qu'il y a un certain confort. On est aussi à rassurer qu'il y a une certaine reconnaissance qui est là. Ça tourne, on a des demandes, le style est reconnaissable. Et j'entends fréquemment, quand je discute avec des personnes qui sont reconnues, ça fonctionne bien, ils ont un certain succès, voire un grand succès, qui se sentent enfermés dans un certain style... et qui aimeraient s'en sortir, mais on leur donne des commandes, on leur passe des commandes. Oui, j'en connais aussi, qui souffrent beaucoup, qui sont des stars. Ouais. Je ne citerai pas, mais qui sont vraiment des stars et qui sont en souffrance absolue, en fait. Et ça, c'est... Ouais, pardon, je t'interromps. Non, mais vas-y. Oui, non, mais je suis tout à fait là-dedans. Moi, ça ne m'intéresse pas, en fait, d'être reconnaissable. Au contraire, parfois, ça me perturbe parce que j'ai peur, justement, de la répétition. Je suis quelqu'un qui s'ennuie beaucoup, qui s'ennuie facilement. Et je m'ennuie aussi de moi, de ce que je fais. Et voilà, quoi, je n'ai pas envie de... ce que j'ai retiré de ce livre-là, à chaque fois que je le vois, je me dis, merde, mais tu n'as pas fait d'effort, quoi. J'ai retiré l'idée que, en fait, si je galère pas un peu, si ça vient trop spontanément, de façon, trop cool, quoi, ouais, je le fais et j'y vais, je fais ça un 15 jours et c'est plié, j'ai découvert que je ne ferai jamais quelque chose de bon. C'est un petit peu comme un grand coup... Bon, grand, sans aucune prétention, mais imaginons un grand couturier qui devrait faire une robe de haute couture et qui se dirait, ouais, mais je connais comment on peut faire ça, comment on peut couper, comment on peut coudre. Là, je fous une espèce de machin, de dentelle, de ruche, de trucs, et voilà, et ça va tenir la route. Non, parce que ça sera déjà vu, parce que ce sera sans aucune... il n'y aura rien à donner, rien à apprendre. Je pense qu'en fait, j'ai l'impression que ce que j'ai tiré en premier, c'est que si j'apprends pas moi en premier, je n'apprends rien à personne. Si j'ai rien à dire face à moi-même, je n'ai rien à dire aux autres. Tu vois ? Ouais. De toute façon, c'est quand même un rapport très personnel. Hein, le dessin, ce qu'on va sortir. D'ailleurs,
je ne sais pas si tu as remarqué ça, moi, c'est quelque chose qui me frappe. Tout à l'heure, je te parlais du discours de Tom Ungerer qui ressemblait à ses dessins, de sa parole qui ressemblait à son travail. Aujourd'hui, je pense aussi à combien d'artistes ressemblent à leurs dessins. Est-ce que tu as déjà remarqué ça, comme on est semblable à ce qu'on... On dit souvent ça des maîtres avec leurs chiens. Et donc, du coup, tu dirais pareil pour le dessin. Ah ouais, à fond. En quoi du coup, tes dessins reflètent Beatrice? Alors, avant de parler de moi, je te parlais, par exemple, je pense à Maurice Sendak. Je ne sais pas si tu as jamais vu à quel point il est identique au monstre des Maxi Monstres. Quoi. Ah non, ok, d'accord. C'est vraiment, c'est lui qui est dedans. Et je pense que c'est pas un hasard. Il y en a plein comme ça d'exemples que je te citerai. Marc Boutavant, c'est le même corps et la même tête de ces personnages toujours si gracieux et enfantins. Mignon. Pour moi, c'est tout à fait parlant, en fait, l'illustrateur qui travaille avec ses viscères, ses tripes et qui fait des dessins qui finalement sont là-dedans. Je pense déjà qu'on peut retrouver dans plein de personnages, dans certaines postures un peu tordues, et puis il y a ce côté, chez moi, je pense que, voilà, cette contradiction-là, c'est dommage que je me répète, mais il y a une contradiction à moi qui est cette fragilité que j'ai personnellement à l'intérieur de moi et une grande force aussi. Donc, je pense que ces deux caractéristiques-là, elles tiennent vraiment mon dessin aussi. Oui, c'est assumer ces contradictions et les mettre sur le papier. Et le style, c'est ça au final. C'est ça. C'est offrir au monde dans son travail qui on est et pas juste la version lumineuse mais aussi la version ombragée et de toute façon je pense que les gens le ressentent quand c'est tu dis pas tout là, t'es pas totalement honnête, que quand tu offres la fragilité et la force, et c'est souvent quand on assume sa fragilité qu'on est fort en fait au final. C'est vrai, je suis tout à fait d'accord. Et une autre chose, je dirais, dans laquelle je me retrouve quand je regarde mes dessins, c'est le côté, cette contradiction entre le côté enfantin, très enfantin, et au final adulte aussi, parce que très souvent on me dit, on m'a déjà dit, ça ressemble plus à de la peinture qu'à de l'illustration. Ou tu me fais penser à tel peintre. Je pense qu'en fait, il y a un côté vraiment adulte dans ce que je fais. Tu vois, c'est jamais restreint à la taille du petit. La maison, si je dois dessiner une maison, je ne vais pas penser aux petites maisonnettes des Schtroumpfs, quoi. Je vais plutôt penser vraiment à un immeuble, quelque chose de réaliste, de réel, quoi, d'existant. Et je pense que ce réalisme-là, cette face, c'est la face un peu adulte de mon travail. Et moi, je suis comme ça. Moi, je suis vraiment très attachée à mon côté enfantin. J'adore m'émerveiller, j'adore m'enthousiasmer, j'adore rigoler. Et pourtant, je suis une femme, quoi. Tu vois, je suis pas du tout un bébé qui avance dans la vie. Quoi. Je pense avoir ma maturité. Mais voilà, il y a cette espèce d'ensemble qui fait partie de moi et j'aime bien que ça se voit, enfin que moi je le vois dans ce que je dessine. Après, peut-être qu'on ne voit pas du tout. Déjà, tu fais un travail qui est majoritairement pour la jeunesse. Enfin, du moins, c'est... Oui. Tu fais parfois des commandes, des projets à destination des adultes, entre guillemets. J'aime bien que tu mettes ces guillemets parce que souvent... qu'est-ce que c'est qu'un travail pour adultes et c'est un travail pour la jeunesse. Je suis tout à fait d'accord là-dedans. Mais là, je suis trop contente parce que je suis en train, donc je me suis dit, mais j'ai envie... Alors, j'ai toujours fait ça. J'ai toujours essayé de ramener la partie adulte pour parler aux enfants. À un moment, je me suis arrêtée, il y a 2 ans, je me suis dit, là, j'ai envie de ramener de l'enfance en parlant aux adultes. Et en fait, j'ai fait un projet depuis 2 ans, un projet de peinture à l'huile sur papier qui est destiné principalement aux adultes, mais qui est tout à fait, je pense, regardable par les enfants et qui va être exposé dans une galerie à Paris, à la galerie Arts Factory, en 2021. Ok. Voilà, super. Encore du boulot, un projet un peu consistant. Je suis partie d'une histoire pour enfants et j'ai essayé
de la détruire en fait. D'accord. De la détruire visuellement. C'est drôle. D'amener quelque chose d'amener la partie la plus sombre en fait, la plus noire. Ouais. Pourquoi ce besoin de destruction, justement? Ça me fait partie de moi. Il y a toujours, dans mes livres, il y a toujours une partie un peu de... Celle que j'appelle la partie Sturm und Drang. Tu vois, c'est ce courant allemand. Je ne connais pas. Il faut que tu connaisses, c'est extraordinaire. C'est là où en fait, les poètes se laisser libre cours à leurs démons, en fait, tu vois. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est de ne jamais faire des images trop rassurantes. Pour revenir à Tommy Ungerer, oui. Tu te souviens, l'idée de bercer un enfant et de le secouer, pour lui, le fait qu'un livre doive plutôt gifler un enfant plutôt que le bercer. Et moi, je ne vais pas là-dedans à 100%, mais j'aime beaucoup, beaucoup qu'il y ait toujours une partie de sombre, en fait. Il y a un côté un peu torturé aussi dans mes dessins qui fait partie de moi. Parfois, on me dit, tu fais des images nostalgiques. C'est vrai que j'ai cette nostalgie à moi, mais je pense qu'on peut ressentir aussi de la joie, cet émerveillement dont je te parlais, tout ça qui font partie aussi des éléments très positifs. Donc, il y a ce... Pourquoi je te dis ça? Parce que je te parle d'avoir détruit ce conte pour enfants et de l'avoir ramené à sa noirceur. Parce que c'est un conte, en fait, finalement, très, très noir. Hein. Très, très noir. Dans sa version originale. Mais je t'en dis pas plus parce que on garde le suspense. La surprise pour 2021. Mais c'est intéressant. En tout cas, je te convierai à mon vernissage. Avec grand plaisir. Mais c'est intéressant dans ta démarche parce que pour beaucoup de gens, en effet, ton travail, c'est de la jeunesse. Guillemets, de nouveau, je les mets. Et là, que tu prépares une exposition quelque part, c'est presque saboter cette image en assumant publiquement le côté très noir qui habite tes dessins également, mais qui sont en équilibre avec l'aspect nostalgique, etc. Oui. Et là, que quelque part, tu te dis... Allez, on y va à fond les ballons. J'avais envie de le dire, quoi, exactement. J'avais envie de le dire, je ne fais pas que ça. Je parle ailleurs. Alors, c'est vrai qu'à un moment, je suis allée un peu trop à fond le ballon. Et comme j'ai quand même une éditrice derrière, c'est un livre qui va passer quand même par l'intermédiaire en tant que livre, en tant que produit éditorial. Je pense que ça finira par passer en jeunesse, en tout cas en livre illustré. Il faut faire gaffe à certaines choses, malheureusement. Donc, à un moment, j'avais mis des parties un peu, si tu veux, trop, pas violentes, je dirais, parce que ça reste assez violent, mais il y avait des parties un peu, des allusions sexuelles un peu trop fortes. Je les ai gommées de mon choix, parce que, C'était pas forcé. Non, pas du tout. Okay. Je les ai gommées de mon choix parce que je sais que ça peut malheureusement m'attirer des ennuis, en fait, si tu veux. Si le livre vraiment sort en jeunesse. Aujourd'hui, on est dans une ambiance très, très prude. Tu vois, je pense aux années 60, 70. Quand j'étais petite, 70, je pense que j'étais habituée à voir des livres qui étaient tellement... sans langue de bois, où on pouvait vraiment tout se permettre. Il y avait une telle liberté, un tel déchaînement, même envie de montrer des choses même un peu choquantes ou dépaysantes. Là c'est plus trop le moment, quoi. Tu vois, tout est taché d'ambiguïté. Tu veux être propre. Ouais. Et donc, pour essayer que ce livre-là qu'on lui mette pas trop de bâtons entre les roues, j'ai préféré. Mais comme c'est pas fini, rien ne dit que j'aurai un coup à la fin et que je me dirais, mais non, pas du tout. Je vais devoir tout refaire. Ça, c'est, j'imagine, un geste très libérateur de presque... de désobéir justement dans le contexte prude dont tu parles. C'est vrai. Et tu peux me parler de l'effet que ça te fait de cette ambiance que tu ressens notamment en général, notamment dans l'édition où les choses doivent être très propres. Parce que je sais que moi, initialement, mes influences, elles sont plus dans les années 60-70 justement.
où il y avait cette liberté de ton. Et je crois que malgré tout, c'est cette liberté de ton que je recherche toujours, mais je suis un enfant de ma génération et de mon éducation et de plein de choses et de mon conditionnement. Et je me bagarre contre ça. Et en effet, je ressens cette tension en moi où, quelque part, j'aimerais... tu sais, cette liberté de ton qui m'a marqué, qui m'a donné envie de faire ce métier. Et puis la réalité du terrain aujourd'hui qui est probablement partagée par beaucoup de personnes, notamment qui débutent, qui se disent, mais si je veux trouver du travail, si je veux gagner ma vie en faisant un métier créatif, il faut suivre les règles qui me sont proposées, que les maisons d'édition ou les agences de com ou la presse ou quoi que ce soit nous imposent. Et donc, du coup, on se retrouve à jouer avec les règles du jeu et puis de se retrouver enfermé par ces règles. Je crois que c'est là où j'en suis moi, personnellement. Je me sens un peu coincé par les propres règles que j'ai suivies pour... faire partie d'un certain... Ouais, tu vois, c'est vraiment un paradoxe. Moi, je dirais qu'il ne faut jamais faire ça, en fait. Je dirais qu'il faut toujours... Il faut avoir ce courage-là, il faut avoir la chance de tomber sur les gens qui vont pouvoir te porter, te comprendre. Tu vois, par exemple, quand je suis venue d'Italie, j'avais 23 ans. Ah oui. Et mon premier livre, en fait, que j'ai publié au Seuil Jeunesse, c'était mon rêve de publier ça au Seuil. C'était avec Jacques Binstock et Brigitte Morel. Je me souviens que ce livre-là, il était tout à fait hors du contexte. Et je savais qu'il y aurait forcément seulement un éditeur courageux qui pourrait l'éditer parce que le dessin était maladroit, parce qu'il y avait des pages en noir et blanc et des pages en couleur, parce qu'il s'en dégageait une atmosphère très étrange. C'était Une maman trop pressée, ça s'appelait. Et je me souviendrai toujours de ce commentaire de l'éditrice, donc de Brigitte, qui me dit... Est-ce que tu la connais, Brigitte Morel? Non. Tu l'as jamais... Non. Bon, là, c'est l'éditrice des grandes personnes maintenant, aujourd'hui. Okay, ouais. Et qui m'a dit, t'as fait un livre avant-gardiste, en fait. Okay. Et ça m'avait... Moi qui avais tellement peur, tu vois, j'arrivais d'une école de photographie et de graphisme. Je ne savais absolument pas si mon histoire se tenait. Elle avait rigolé comme une baleine par rapport à ce que je racontais, parce qu'il y avait plein d'italianisme, plein de naïveté linguistique et tout, et elle rigolait pas du tout pour l'histoire elle-même. Je m'étais dit, mais tiens, je fais une histoire super drôle. En fait, non, elle rigolait vraiment parce qu'il y avait plein d'erreurs dans ce que j'avais écrit en français. Et mes dessins, ils me semblaient aussi comme ça, tu vois, totalement bancal, ouais. Enfin, des images bancales, quoi. Et au final, c'était vraiment pour ça, parce que ça sortait de l'ordinaire, parce que c'était pas forcément quelque chose d'attendu, que j'ai pu commencer à publier, tu vois. Ouais. Tu as fait un premier geste fort qui t'a ouvert la route. Je pense qu'il vaut mieux, aujourd'hui, il vaut mieux se démarquer plutôt que de suivre le troupeau. Pourquoi ? Parce que, de toute façon, si tu te mets à suivre les autres et que tu commences à travailler avec ça, si ça marche, tu seras obligé de continuer à faire ça. Ouais. Tu pourras plus être vraiment toi. Moi, je soutiens toujours le fait d'être soi, quoi, de suivre son instinct profond et de s'en foutre un peu. Je trouve que le courage paye. Oui. Tu vois. Mais bon, je ne suis pas au courant aujourd'hui exactement du milieu... vraiment de l'image, par exemple, l'image publicitaire, j'en sais rien, quoi. Je sais pas Peut-être qu'aujourd'hui, effectivement, si tu veux bosser dans la pub en faisant des dessins, il faut... J'ai quand même l'impression que l'édition offre c'est une voix d'auteur, en fait, au final. Exactement. Travail, que quelque part, la publicité, prenons, c'est un travail de commande. Et puis, il me semble qu'au tout début, quand tu es venu à Paris, tu faisais plus de la presse, où tu as fait des affiches pour le Centre Pompidou, des couvertures, etc. Et est-ce que déjà là, tu désobéissais aux règles quand tu as commencé ? Complètement, déjà, parce que je faisais un bricolage, un bric-à-brac. Là, on aurait dit vraiment un enfant qui était confronté à un travail qu'il ne connaissait pas, quoi. Je ne maîtrisais pas du tout l'outil, si tu veux. Parfois je me retrouvais à faire des scans et puis à les contraster toute seule, et puis j'ai eu des couvertures qui sont sorties avec des couleurs totalement improbables, ou tu vois, j'ai désobéissé à
à quelque chose de classique. Je n'étais pas ni dans la connaissance, ni dans l'envie de faire ce qui se voyait. Mais c'était pas une revendication, c'était juste ce qui sortait de toi, non? Oui, c'était pas une revendication, ça sortait de moi, mais c'était aussi une non-envie de me conformer à ce que je voyais autour de c'est moi. Intéressant. Je cite toujours ce livre des dieux, qui était donc au Seuil dans les années justement fin 90, qui s'appelle Le Mangeur de mots. Et ce livre-là parce qu'il y a toujours des exemples qu'il faut suivre quand même à l'intérieur de soi, dans des obéissances. Je pense que chacun finalement se trouve un maître, même l'enfant le plus désobéissant, à quelqu'un qui le guide. Si c'est pas ses parents, tu vois, mais... Et moi, ce livre-là m'a guidée dans le fait de poursuivre. C'est un livre à 2 couleurs, très, très, très dur, très, très brutal, sans aucune concession. Et ce livre-là m'a fait penser que, je voulais faire ça comme ça, en étant moi-même, en y allant avec mes gros sabots et mon manque de connaissances. Ouais. Et c'est comme ça que tu as commencé. Oui. Et je sais que pour toi, ce déménagement à Paris était aussi très important. Tu n'as pas tout de suite travaillé, comme on disait, dans l'édition. Aujourd'hui, tu travailles majoritairement, que dans l'édition, il me semble. Même si je viens d'intégrer une agence. Ah, d'accord. Pour la première fois après 20 ans. Wow. Je suis très émue, très, très, très curieuse de voir c'est une agence japonaise qui s'appelle Kida, agence Kida. Une agence d'illustration? D'illustration, ouais. D'accord. Il y a des grands illustrateurs. Et qu'est-ce qui t'a fait basculer? Le fait que cette agence-là propose justement, tu verras, propose justement des auteurs jeunesse, des illustrateurs jeunesse, entre autres, pour des travaux. Il y a Tom Scombe qui fait énormément de choses avec eux, qui est dans cette agence. Oui, c'est vrai. Et voilà, qui puisse un peu, parce que peut-être justement le marché japonais est plus ouvert à cette contamination de frontières, contamination d'âge entre l'enfance et l'âge adulte. Je pense par exemple à Tagoro, le nom m'échappe. Taguchi, il faudrait que je te retrouve. C'est un grand peintre japonais naïf, qui est vraiment, c'est de l'illustration, quoi. Ou attends, je pourrais t'en citer plein. J'ai Ryohei Arai, ça te dit quelque chose? Pas sûr. Mais peut-être son travail, oui. Mais... Super, en fait. C'est vraiment à la frontière entre quelque chose de très, très enfantin, presque du dessin de nouveau-né, pratiquement, tu dirais, des pâtés de couleurs qui finalement ont un sens énorme et qui sont extraordinaires, qui sont des peintures. Donc voilà, je pense que c'est ça qui m'a attirée chez cette agence, l'idée que qu'il y ait des illustrateurs jeunesse, en tout cas des vrais auteurs d'images, et qui puissent aller travailler pour des projets raffinés et différents, quoi. Je rêve de mettre, justement, de travailler pour des choses que je ne connais pas, des supports que je ne connais pas. Ouais. Du coup, ça va te sortir un peu du livre, il me semble. J'adorerais sortir un peu de la narration. Justement. Ah d'accord, c'est intéressant. Je pensais justement pour moi que venant au tout début, donc des affiches et la photo au niveau de tes études, et puis les couvertures, et puis en allant vers l'édition, que du coup, j'imagine que c'est vrai, tu t'es trouvé, et là, tu as besoin d'un vent de liberté supplémentaire. Ça a toujours constitué une partie très, très limitrophe, très petite, en fait, le fait de faire des affiches et des couvertures. J'ai toujours quand même commencé... Enfin, mon premier boulot, c'était effectivement pour le Centre Pompidou. Ça a duré 10 ans, j'ai fait des affiches. Ah oui. Mais j'ai pas... entre-temps, moi, c'était mon rêve de faire des livres depuis toujours. Hein. C'est à 7 ans que j'ai décidé que... 7-8 ans. Oui. J'ai décidé que je ferais ce métier-là. Donc, pour moi, si tu veux, c'est vraiment la partie centrale de mon travail. Et j'ai vraiment envie de me prouver que je peux faire des images décoratives, par exemple. Oui. Alors, j'ai fait un peu de déco, je fais un tapis, je fais des papiers peints, j'ai fait des jouets pour Djeco. C'est vrai, j'ai jamais calé. J'ai fait des papiers peints pour une marque sublime qui fait des choses extraordinaires, qui s'appelle Bienfait Paris.
J'ai fait un tapis pour le London Museum, London Design Museum, Design London Museum, je ne sais pas te dire exactement. Enfin bref, un truc un peu chicos où tu as que des artistes qui font des trucs de design extraordinaires. Mais voilà, j'ai jamais vraiment travaillé pour, tu vois, quelque chose qui pourrait me sortir de la narration et qui pourrait avoir le courage, en fait, de porter cette partie enfantine vers quelque chose de généralisé, quoi. Ouais. Tu vois, André François, c'était une autre époque, mais il travaillait faisant des images qui étaient tout à fait... on aurait pu dire des images de briques de lait pour enfants. Savignac aussi. Oui. Il n'y avait pas cette frontière-là. C'est ça qui me fascine. C'est l'idée, parce que je suis comme ça, comme je te disais, quoi. Ça me fascine que... Et dans tes dessins, il y a ça aussi. Il y a une grosse partie d'enfance. Oui. C'est ça qui est intéressant, en fait. De pas s'émettre des barrières et dire, voilà, je fais des images adultes, je suis un peintre pour adultes, je fais des images de cul. Non, je fais... C'est quelque part suivre son propre cheminement et d'être en résonance avec là où on en est. C'est-à-dire, il y a 5-10 ans, on avait telle influence, on vivait telle situation. Et puis, j'imagine aussi qu'en tant que maman, il y a plein de résonances dans ton travail avec ta relation à tes enfants qui se trouvent dans ton travail, etc. Et moi, j'ai des réflexions aujourd'hui des problématiques que je n'avais pas il y a 5-10 ans. Et je pense que si quelque chose qui fait son succès au début, mais qui n'est plus en cohérence là où on en est 10 ans plus tard, c'est dommage de toujours se raccrocher à ce premier succet. Et d'essayer c'est comme les groupes de musique qui tournent depuis tellement trop longtemps, on a juste envie de leur dire arrêtez, stop, les revivals et les... Tu sais, cet album dans les années 60 c'était cool, mais maintenant arrêtez, faites autre chose. Ou qui font toujours la même chanson aussi. Oui, c'est ça. C'est pas très intéressant. Quand je te disais tout à l'heure, j'envie les gens qui ont leur bagage culturel, qui s'appuient dessus. Je les envie et en même temps je les plains un peu quelque part en moi parce que je me retrouve à revoir toujours un petit peu la même chose. Alors, sans doute que j'y tombe aussi, parce que de toute façon, on s'appuie sur nos connaissances intérieures, donc, et on retombe toujours sur ses pattes. Mais voilà, parfois, vraiment, je n'ai aucune surprise à revoir des travaux de gens qui ressemblent à ceux identiques qu'ils faisaient il y a 20 ans. Tu vois, ça me navre, ça me déprime, ça m'ennuie, quoi. Je sais pas. Moi, j'ai l'impression que si je regarde un livre aujourd'hui de moi, c'est sans prétention, mais j'ai l'impression que j'ai fait un cheminement, qui a vraiment une évolution. Peut-être que parfois, il y a aussi de retour en arrière. Il y a certainement des chutes. Mais j'ai l'impression au moins que j'ai essayé de me déplacer. De faire un déplacement. Ces déplacements-là dont je te parlais tout à l'heure, qui est douloureux à chaque fois, etc. Oui, marcher, c'est équilibre, déséquilibre. C'est constamment ça, en fait. Et d'accepter ce paradoxe, ce mouvement. Enfin, c'est le mouvement appelle le mouvement, en fait. C'est quelque chose dont on parle régulièrement sur le podcast. Et les artistes qui sont vivants, ils embrasent ces deux parts. J'espère, en tout cas. Voilà, j'espère. Parce que tu dis un mot qui est très important pour moi, le mot qui est lié à la vie du dessin, tu vois. Parce que il y a des dessins qui peuvent être extraordinairement beaux, très virtueuses, très parfaitement faits, et puis qui me suggèrent aucune vie. Et je pense que ça tient à ça un peu l'émotion qu'un dessin peut provoquer. Ça tient à cette vie-là, tu vois, à quelque chose de vivant. Quelque chose de vivant. Ouais. Super. Ça peut suffire. Ouais. On pourrait continuer. Je pense qu'on va s'arrêter là. D'accord, avec plaisir. Merci Beatrice. Merci à toi. C'était ma discussion avec Beatrice Alemagna. Merci Beatrice pour ton temps. Je suis véritablement sorti grandi de cette discussion. Des interviews comme celle-ci, je pourrais en avoir tous les jours. Et si vous aussi, ça vous a fait le même effet, alors pourquoi ne pas le lui dire directement en la suivant sur les réseaux sociaux et en lui laissant un petit message ? Et puis, évidemment,
Si vous ne connaissiez pas encore son travail, je vous invite à plonger dans sa bibliographie. Pour sûr, il y a bien un livre qui saura vous taper dans l'œil. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à en parler autour de vous, à me laisser quelques étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast, à me suivre sur les réseaux sociaux et à vous abonner sur vos applications de podcast. Et si vous n'en avez pas assez, vous pouvez également vous abonner à ma newsletter. C'est là que parfois je partage mes petites réflexions du moment, ainsi que des vidéos inspirationnelles, de la soupe existentielle, des coups de cœur et des trucs rigolos. N'hésitez pas, abonnez-vous. Go! Salut, c'est Lighton. Je suis artiste illustrateur et je soutiens financièrement Sens Créatif sur Patreon. Patreon, c'est le moyen le plus simple et efficace pour aider Jérémy à sortir de nouveaux épisodes. Perso, j'adore écouter ça quand je travaille, donc juste le fait de participer à un contenu de qualité qui s'intéresse à nos métiers, franchement, je trouve ça cool. Les participations, elles débutent à 2 € par épisode, donc c'est pas grand chose, et ça donne accès à pas mal de contreparties plutôt cool. On a les épisodes en avant-première, on sait qui sera le prochain invité et on peut lui poser des questions, et plein d'autres trucs. Pour en savoir plus, vous pouvez aller voir sur patreon.com/senscreatifpodcast. D'ailleurs, Sens Créatif, c'est aussi une communauté bienveillante, qui s'entraide, qui parle, qui s'inspire, bref, ça discute. Sur Discord par exemple, c'est gratuit et ouvert à tous. D'ailleurs, à ce sujet, pour les Patreons, il y a des channels secrets. Et sur un de ces channels, je vous montre en direct comment j'essaye de faire une collaboration avec une marque qui ne me connaît pas. J'ai rien dit. Bref, pour rejoindre Patreon ou le Discord, retrouvez tous les liens dans les notes de cet épisode. Bonne journée! Je termine en remerciant mon ami Adrien Guy pour l'habillage sonore de ce podcast. Allez jeter un œil sur ses réseaux sociaux @AdrienGuy-Music ou écouter ses morceaux sur sa page SoundCloud. Merci également à Adrien Grenier pour le montage de cet épisode. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour le dernier épisode de l'année. Un épisode un petit peu spécial. Je n'en dis pas plus. Mystère, mystère. Allez, bonne semaine à tous et surtout restez créatifs. Ciao, ciao.